Alors, je me tourne vers mon premier invité, Jean-Yves Le Gallou. Alors, Jean-Yves Le Gallou, on ne le présente plus sur Radio Courtoisie, mais je vais quand même le présenter. Donc, vous êtes énarque, vous dirigez, ça on jette tout de suite, vous dirigez la fondation Polémia, alors je suis en train de lire, comment on dit ça en français? Un cercle de pensée ou un cercle de réflexion. Très bien, ou un très club bien. de réflexion. Voilà. Votre... Un club, c'est déjà un peu anglais. Oui, c'est pour ça. Très bien. Donc un cercle de réflexion qui organise chaque année la journée d'études de la réinformation et la cérémonie des Bobards d'Or. Vous savez que moi j'aime beaucoup la cérémonie des Bobards d'Or, qui est un grand moment. J'invite par avance tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Ce sera le mardi 10 mars cette année. Vous savez déjà. Oui. Très bien, le mardi 10 mars. C'est un grand moment quand c'est sérieux et drôle à la fois. On passe une excellente soirée. Voilà. C'est mieux que les Césars. Alors, je reviens donc à votre livre. Donc, vous venez de publier un livre qui s'appelle La désinformation publicitaire. On sent qu'il s'inscrit quand même directement dans la ligne de la tyrannie médiatique que vous aviez déjà édité chez Via Romana. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Alors, c'est une somme de travaux. Oui, c'est une somme de travaux. C'est les travaux de notre journée de réinformation de 2013 qui était consacrée à la désinformation publicitaire. Et donc, ça creuse en quelque sorte un des aspects de la tyrannie médiatique, qui est la tyrannie publicitaire, qui est à la fois la tyrannie de l'argent et aussi une tyrannie très manipulatrice, parce que la publicité nous manipule et manipule nos enfants. Exactement. Les enfants sont vraiment les premières cibles de cette tyrannie médiatique, de cette tyrannie, j'allais dire publicitaire, parce que c'est un peu ça aussi, de cette désinformation publicitaire. Je crois. Alors, si vous voulez, je vais employer un terme un peu fort, qu'il ne faut pas prendre au sens pénal du terme. Bien sûr. Mais je pense que les publicitaires sont des pédophiles. Il y a une pédophilie publicitaire, puisqu'il y a chez les publicitaires... Fort. Oui, j'y vais fort. Je ne dis pas qu'ils pratiquent... des attouchements sur les enfants, mais ils le font au plan mental. Et quand je dis pédophilie publicitaire, pourquoi? Parce que ce qui intéresse le plus un publicitaire, c'est l'enfant. Oui. Pourquoi l'enfant? Parce que il a un cerveau beaucoup plus facilement malléable. Jusqu'à 20 ans, il est plus difficile de prendre du recul. Et avant 8 ans, il n'y a aucune possibilité de recul. Après 8 ans, il commence à y en avoir un petit peu, bien sûr. Mais l'enfant n'a pas de recul, ou peu de recul, ou moins de recul qu'un adulte, qui déjà n'en ont pas beaucoup. Certes. Donc, il est beaucoup plus facile de l'imprégner du message publicitaire. Ensuite, quand on l'imprègne, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'il commence à on l'imprègne à la fois vis-à-vis de l'achat de certains produits plutôt que d'autres, mais aussi on l'imprègne de l'importance de l'acte d'achat. Et on l'imprègne à vie. Oui. C'est-à-dire que si à 5 ans, on commence à savoir qu'il faut des chips Kellogg's, par exemple, j'espère qu'on va pas considérer que c'est de la publicité clandestine, c'est pour la vie. Ensuite, l'enfant, et ça c'est un phénomène encore peut-être qui est très grave aussi, l'enfant, il devient vite prescripteur d'achat des parents. Si les parents il est lui-même un petit tyran, commettent l'erreur de l'emmener au supermarché, double erreur, emmener l'enfant au supermarché et aller faire ses courses au supermarché, ce qui est parfois inévitable malgré tout, au moins pour certains achats, eh bien l'enfant va avoir tendance à dire « c'est ça que je veux ». Voilà. C'est ça que je veux, et au fond, les caddies sont souvent remplis par les enfants. Et donc, on a en quelque sorte une inversion de l'autorité, puisque l'autorité ne va pas des parents vers les enfants, mais des enfants vers les parents. Quatrième élément, l'enfant, il prend des addictions. Il y a une addiction publicitaire, addiction à des images publicitaires, addiction à des produits publicitaires, et des addictions qui sont en plus très souvent néfastes pour l'intellect, parce que ce qu'on va leur vendre, ça va quand même être particulièrement médiocre en termes de construction intellectuelle, ça ne les élève pas, et souvent des addictions alimentaires. Quand vous voyez des enfants obèses, et malheureusement il y en a de plus en plus en France, sur le modèle des États-Unis d'Amérique, ce sont des victimes de l'industrie agroalimentaire, ce sont les victimes des grandes surfaces commerciales, et derrière tout ça, ce sont les victimes de la publicité. Voilà. Donc je crois
qu'il y a une grande nocivité de la publicité. Il y a beaucoup d'autres sujets sur la publicité. Oui. Mais je crois que dans votre émission, Gabriel, c'est particulièrement important de souligner la nocivité de la publicité pour les enfants et la démarche. Je le redis, encore une fois, ça n'est pas pénal, je n'entends pas ça au sens pénal, bien sûr, mais au sens étymologique du terme, en quelque sorte, la pédophilie publicitaire. Alors, du reste, quand on traverse, moi j'en ai fait l'expérience, quand on traverse une ville avec les enfants, parce qu'on peut pas y échapper à la publicité, on peut toujours dire, vous regardez pas la télévision, on ne peut pas y échapper, elle est omniprésente. Et quand on traverse une ville avec ses enfants, par exemple, eux voient des affiches que nous n'avons pas vues. Nous devons être, je sais pas, mitridatisés, j'en sais rien, voilà. Nous ne les voyons plus ou pas tellement, alors que eux souvent font beaucoup de remarques sur telle ou telle publicité qui les impressionne, donc ils sont visiblement beaucoup plus perméables que les adultes pour ce genre de choses. Oui, et la publicité est souvent conçue pour les enfants, à destination des enfants. Et sur un mode, du reste, de réaction enfantin, si j'ose dire, puisqu'on fait appel à l'émotion, à l'envie irrépressible et immédiate. On ne fait pas appel à la réflexion ou à la raison. Donc c'est même pour les adultes, c'est un processus enfantin finalement, le processus publicitaire. Absolument. Oui. On revient à des vieux réflexes archaïques. Alors, vous parlez d'une idéologie intrusive. Est-ce que c'est pas un peu fort? C'est vraiment une idéologie, la publicité? C'est d'abord une idéologie de l'acte d'achat. Oui. Voilà. C'est-à-dire que le but de la publicité, c'est l'acte d'achat. C'est-à-dire que c'est un élément de construction de la société marchande, puisqu'au fond, en faveur de cette société qui préfère à des valeurs un peu ancrées dans la durée, des valeurs d'immédiateté au lieu d'avoir des valeurs de relations humaines, de connaissances humaines, des valeurs qui conduisent vers l'acte d'achat. Eh bien, si vous voulez, c'est une construction qui conduit effectivement à l'acte d'achat pour toute votre vie et à privilégier finalement la démarche marchande. Ce qui vaut, c'est ce qui a un prix, c'est ce qu'on peut acheter. Donc ce n'est pas neutre et on dépense quand même pour cela, en France, 2% de la richesse produite, 2% de la richesse produite servent à matraquer idéologiquement. Mais, franchement, on dénonce les régimes totalitaires du siècle passé, mais ni Hitler ni Staline ne consacraient 2% des dépenses à 2% des richesses produites à la propagande. Donc on est une société qui, au niveau du conditionnement des esprits, va beaucoup plus loin que les totalitarismes des siècles précédents. Nous parlons d'ailleurs, puisque je dis nous, parce que c'est un livre collectif, réalisé sous l'égide de Polémia, nous parlons de goulag mental. Oui, on enferme les gens dans les schémas d'achat. Voilà. C'est un élément clé de la société marchande. Quand on est dans un goulag, on le sait, et là on ne le sait pas forcément. Et derrière de la mondialisation, puisque les plus grands apporteurs de publicité sont précisément les grands secteurs économiques bénéficiaires de la mondialisation et qui font beaucoup de malheur au passage. Je veux reparler des grandes surfaces commerciales et je veux parler de l'industrie du luxe. Oui, bien sûr. Qui sont, évidemment, l'industrie du luxe, plus il y a de très riches, d'hyper riches, plus ils sont contents. Alors, et les grandes surfaces commerciales, plus ils peuvent acheter les produits loin, pas chers, sans aucune garantie, plus ils sont contents. Et évidemment, ils contrôlent indirectement à partir de là, on passe à un autre sujet, ils contrôlent à partir de là le contenu des médias. Puisque les médias ont intérêt... c'est le sujet suivant, voilà. C'est un autre sujet. Mais nous allons y venir. C'est vrai que ce qui me frappe, c'est que cet acte d'achat dont vous parlez est complètement décorrélé du besoin réel. Moi, il y a une publicité qui m'avait frappé. Alors, je vais pas citer la grande... C'est plus qu'une grande surface, c'est une grande galerie commerciale de l'Ouest parisien. Elle avait fait des grandes publicités qui marquaient besoin de rien en vue de tout. Et c'était sous-titré... le bonheur de vivre à l'Ouest, je me souviens. Et c'est terrible, besoin de rien, envie de tout. Voilà, mais c'est là qu'on très révélateur. C'est là qu'on voit que ça fabrique
des des consommateurs. comportements des consommateurs. Sans besoin. Sans besoin. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs, pour beaucoup de produits, ce qui fait le prix, je crois que les économistes ou les gens qui sortent des écoles de commerce disent ce qui fait la valeur. Ce qui fait la valeur, en fait, c'est tout le marketing publicitaire autour, tout ce qu'on met autour. Oui. On vous vend de l'image. Bien sûr. Si vous achetez un jean, je sais pas comment on dit à Radio Courtoisie, un pantalon de travail, cow-boy, un bleu de travail. un pantalon de travail de vacher américain. Bon, si vous achetez, vous allez l'acheter. Le prix va varier de 1 à 10 en fonction de la publicité qu'il y aura autour. C'est ça. Hein Et c'est vrai que les enfants sont tous spécialement victimes de ce phénomène, puisque la marque, la publicité qui aura été faite autour prend une valeur toute spéciale pour les enfants. Alors, moi, je crois d'ailleurs, si vous voulez, c'est assez amusant parce que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dirigé par Monsieur Schramek, ancien directeur de cabinet de Monsieur Jospin, a lancé une campagne de publicité, si je puis dire, à destination des parents sur la thématique surveillez vos enfants devant les écrans. Les écrans, parce qu'ils veulent contrôler non pas seulement la radio et la télévision, comme ils en ont le pouvoir par la loi, mais aussi Internet, etc. Passons. Donc, surveillez ce que les enfants voient sur les écrans et ils mettent en cause notamment les questions de violence. Bon, pourquoi pas. Mais si le CSA, qui a effectivement dans sa vocation, Conseil supérieur de l'audiovisuel, que j'appelle parfois censure socialiste arbitraire, mais c'est polémique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il a dans sa mission la protection de l'enfance. Et s'il appliquait strictement sa mission de protection de l'enfance, il devrait purement et simplement interdire la publicité à destination des enfants. Et interdire la publicité pour les produits enfantins où on devrait interdire, si on voulait, mais ça reviendra au même bien sûr, si on voulait protéger les enfants, on devrait interdire la mise à l'étalage de produits pour lesquels il y a de la publicité à destination des enfants. C'est comme ça. Évidemment, on le fera pas parce que tout le système économique des médias, il vit de la publicité et une bonne partie de la publicité vit de la publicité à destination des enfants. Mais voilà ce qu'on devrait faire, tout simplement, si on respectait, au fond, les missions de ce Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il devrait veiller à limiter, voire interdire la publicité à destination des enfants. On n'en est pas là, malheureusement. Alors, on a tenté quand même de rajouter cette mention, je ne sais plus laquelle, vous savez, sur les produits gras, là. Oui, bon, enfin, écoutez, il faut bouger, courir. On vous pousse, d'ailleurs, il y a des vidéos pour des produits alimentaires pour enfants où le geste, c'est le gavage. Vous savez, le gavage. On jette la boule de sucre dans la bouche. Alors vous avez en tout petit en dessous, et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est absolument ridicule, quoi. Bien sûr. Absolument ridicule. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal de la famille et de l'éducation, présenté par Gabriel Cluzel. Donc, je reçois aujourd'hui Jean-Yves Le Gallou pour son livre La désinformation publicitaire aux éditions Via Romana. Puis, dans une deuxième partie, je recevrai Julien Perfumeau pour son livre C'est surdoué de la relation, un regard sur les personnes porteuses de trisomie 21, aux éditions Nouvelle Cité. Et puis, Jean-Claude et Yolande Bézida pour L'amour sauvé, mystère du mariage, aux éditions Ad Solem. Alors, il y a vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais que nous y revenions, et ça me touche tout particulièrement en tant que femme, c'est le problème du lien entre la presse et les annonceurs, qui est spécialement prégnant dans la presse féminine. Parce que la presse féminine, c'est une vaste publicité. La presse féminine, c'est un catalogue. C'est un support de publicité, comme d'ailleurs les suppléments dominicaux des quotidiens, si vous voulez. Si vous prenez le supplément dominical du Monde, là, le Monde 2, ce n'est qu'un support de publicité. Alors, si vous voulez, comment ça fonctionne, ça ? Et il paraît que c'est le faisceau amiral, c'est ce qui permet au reste de fonctionner. On me dit qu'il faut le supporter, c'est comme ça. Ouais. Mais si vous voulez, en gros, vous avez en page de gauche un article... on va être gentil, on va dire peu fatigant, et en page de droite, la publicité. Et puis ça se répète, et parfois il y a la double page ensuite de publicité. Et si vous voulez, l'idée
de la presse féminine ou des suppléments dominicaux des quotidiens, ou même maintenant il y a eu entre guillemets une presse masculine un peu sur le modèle, oui. le modèle de la presse féminine, avec évidemment moins de publicité, pas moins de publicité, mais moins de lecteurs quand même, ça n'a pas oui, tout à fait le même impact. Si vous voulez, c'est fait pour être lu sur le canapé, chez le coiffeur, que sais-je. En attendant l'avion en 10 secondes, oui. En attendant l'avion, en comatant. Oui. Alors vous comatez, donc les neurones sont à peu près semi-branchés, et comme les neurones sont semi-branchés, vous n'avez plus aucun esprit critique, mais vous gobez la publicité, c'est tout à fait. Alors moi, c'est vrai que terrifiant. Je ne sais pas, je vais peut-être pas citer son nom, je veux pas être désagréable aujourd'hui, mais enfin il y a quand même un journal qui est réputé, un quotidien, qui fait aussi son magazine, qui est réputé être de droite entre guillemets, s'adresser à des gens sérieux, et qui a un supplément féminin qui est absolument hallucinant. Je sais pas si vous voyez de quel journal je parlais. Là il y a des tas de gens très bien qui l'achètent, notamment pour le carnet du jour, parce qu'on y voit tous les enterrements, et alors qu'ils se retrouvent avec ce journal féminin ubuesque qui est une vaste publicité, et publicité surtout, je vois ça avec un regard de femme, de produits souvent immétables, très chers, enfin qui ne correspondent en rien à la vie ordinaire d'une Française ordinaire. Voilà, une fois j'avais relevé un titre, c'était le titre d'un article, alors je suis obligée de le dire textuellement, c'est pas bien pour Radio Courtoisie, mais 24 heures de la vie d'une serial shoppeuse à Dubaï. Enfin moi je suis une serial shoppeuse dans mon supermarché, mais c'est tout, pas à Dubaï, vous voyez. Enfin, pardonnez-moi pour cet anglicisme désagréable, mais donc c'est complètement déconnecté de toute réalité. Et pourtant, ça fonctionne. On fait de la femme une carte bleue et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Alors, si vous voulez, dans le supplément que vous citez, dans le Figaro, ouais. Il y a eu le Figaro quotidien, le Figaro magazine, le Figaro Madame. Quand ces journaux se sont créés, c'est-à-dire à la fin des années 70, c'est assez ancien. Il y avait le Figaro Madame, un peu comme vous le décrivez, mais pas de manière aussi caricaturale. Et il y avait un Figaro Magazine avec un vrai contenu. Oui. Un vrai contenu intellectuel. Et les publicitaires ont obtenu, à la suite de campagnes de médias, de campagnes de diabolisation, ont obtenu la normalisation, la neutralisation du Figaro Magazine. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que les idées qui étaient portées étaient trop décalées par rapport aux idées politiquement correctes. Mais c'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est qu'elle ne plaisait pas aux annonceurs. C'était trop intellectuel. Ah. Et à partir du moment où c'est trop intellectuel, le cerveau qui lit cela, il n'est pas disponible pour gober la publicité. Donc il y a un intérêt de la publicité à ce que le contenu soit tout à fait neutre et digeste, prédigéré et le plus facile possible, quoi. Voilà. Ouais. Hein, c'est la formule qu'avait utilisée Monsieur Lelay pour TF1. Notre métier, c'est de vendre du cerveau disponible à la publicité. Voilà. Mais c'est valable pour TF1. Donc il faut faire de la place, faut le rendre c'est disponible. Aussi valable pour les grands médias écrits et aussi les radios. C'est pas pour rien quand Radio Courtoisie dit nous n'avons pas de publicité, c'est la condition de la liberté. C'est même plus important que cela. C'est absolument le fait de ne pas avoir de publicité, c'est déterminant dans la liberté, dans le respect de l'esprit de l'auditeur, indépendamment du fait qu'effectivement ça évite d'avoir les pressions publicitaires. Alors vous racontiez, malheureusement je ne me souviens plus exactement du contexte, vous allez peut-être pouvoir me le dire, dans votre livre La tyrannie médiatique, que certains annonceurs assistaient dans certains journaux au conseil de rédaction, que ça s'était vu, c'est ça? Oui, absolument. Et si vous voulez, ça conduit à évacuer la ligne, forcément. Tout discours critique, en fait. Ouais. Et à la limite, il y a un certain nombre de sujets, un journaliste va proposer un sujet critique, on va lui dire, bah oui, mais ce sujet-là, on va pas pouvoir mettre une publicité à côté. Ah, voilà. Parce que si le sujet est critique, négatif, désagréable, il va y avoir un... C'est mauvais pour la publicité. Et si on publie le papier et que à côté il y a la publicité, les gens qui ont acheté la page de publicité vont téléphoner au journal, en disant, à la régie publicitaire, en disant écoutez, on vous demande un rabais ou vous recommencez plus, et voilà. Et donc et après les journalistes acquièrent eux-mêmes les réflexes. Les réflexes, bien sûr.
Alors là, ce qui est frappant également, et c'est un phénomène récent qui s'est fait petit à petit, c'est quand même l'intrusion de la publicité dans le monde politique, puisque les politiques maintenant soignent leur image, et qui est devenu quand même l'élément essentiel. Évidemment, c'est pas par leur pensée qu'ils peuvent se distinguer, donc il leur reste l'image. Alors ce qui est grave, mais même ceux qui voudraient se distinguer par la pensée ne peuvent plus se permettre de négliger leur image. Absolument. Si vous voulez, comment ça fonctionne ? Il y a un lien alors qui est particulièrement malsain, structurellement malsain. Ça s'appelle en fait, dans les faits, c'est du trafic d'influence. En gros, vous avez une alliance étroite entre les agences de publicité et les agences de communication et de communication politique. Si vous êtes une grande agence de publicité, comme Publicis par exemple, ou comme Euro-RSCG, vous allez vendre de l'espace publicitaire et vous allez vendre et acheter de l'espace publicitaire et vous allez vendre des hommes politiques qui seront vos agents parce que vous serez l'agent de communication d'un homme politique. Bon, je prends un exemple précis. Euro-RSG, Monsieur Fuchs, il expliquait à des grands journaux, ben voilà, je vous amène la publicité pour les yaourts, je vous amène la publicité pour le luxe, pour la voiture, et en même temps, j'ai un autre produit. Vous mettez en une Monsieur Valls avec la nouvelle Madame Valls, parce que avec une photo aussi glamour que possible, et ça marche ensemble. Et évidemment, une fois que le personnage qui a bénéficié de ces agences de com, alors Monsieur Fuchs, il est généreux, il dit je travaille bénévolement pour Manuel parce que j'aime bien Manuel. Je cite Manuel, mais je pourrais en citer d'autres. Et une fois que l'homme politique, grâce à la communication, est arrivé à un poste élevé, Premier ministre par exemple, l'une des choses qui lui paraît particulièrement prioritaire, c'est l'ouverture des commerces le dimanche, parce que il faut quand même que les publicitaires, que Euro-RSCG, il ait son retour. Et donc, quand vous voyez tous les hommes politiques, d'ailleurs c'est pareil, ils peuvent être UMP, ils peuvent être PS, ils sont tous pour l'ouverture des commerces le dimanche, derrière, parce que il renvoie l'ascenseur. Ça s'appelle quand même objectivement, alors c'est sans doute pas pénalement facile à établir, bien sûr, mais dans les faits, c'est du trafic d'influence. Bon, ceci étant, le pouvoir, ça n'est jamais souvent c'est compliqué de faire du trafic d'influence. Voilà, faut pas non plus faire dans le puritanisme. Enfin, voilà le mécanisme. Donc, quand vous entendez les gens qui vous expliquent, il faut ouvrir le dimanche. Alors là, Madame Touraine, elle a trouvé la solution. Il faut ouvrir le dimanche, mais uniquement avec les volontaires, mais en payant double, tout ça et de l'enfumage. La réalité, c'est qu'on veut ouvrir le 7e jour au commerce, tout simplement. Voilà, c'est pas autre chose. Et puis c'est vrai que de ce fait, on a le sentiment que les messages des politiques s'uniformisent, que ce sont les mêmes éléments de langage, parce que on sent que ce sont les mêmes écoles de communication et que la publicité a des méthodes qui fonctionnent, elles sont appliquées aux politiques. Alors c'est très troublant. Oui. Alors c'est même, si vous voulez, en gros, dans le commerce, on a développé le marketing ou la mercatique, pour employer le mot français, c'est-à-dire on essaye de concevoir le produit qui correspond à l'intérêt ou au désir du consommateur. C'est assez choquant d'avoir cette démarche transposée dans le domaine politique. Ça s'est fait dans les années fin 70, début 80, parce que, logiquement, si vous engagez en politique, c'est que vous le faites parce que vous avez des convictions. Ouais. Et donc, vous devez défendre, valoriser, essayer de faire avancer vos convictions. Vous pouvez pas vous demander, c'est vrai que je suis favorable à produire français en France, mais du point de vue de mon image, je vais passer ringard, donc je vais dire ouvrons les frontières, quoi. Voilà. Ouais. Bon, donc il y a eu une inversion d'un certain point de vue
si vous voulez, en caricaturant, non malheureusement pas, c'est le passage de Gaulle à Valls ou Sarkozy. Oui. Bon, De Gaulle, on peut aimer, on peut pas aimer, mais enfin, il faisait de la politique parce qu'il avait des convictions, il avait une certaine vision de la France, voilà, il la mettait en œuvre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'utilisait pas par ailleurs des moyens il a bien utilisé la communication radio et même la télévision au début, bien sûr. Mais c'était pas la publicité. Je pense pas que c'était Monsieur Bleustein-Blanchet qui dictait la politique de la France. Écoutez, mon général, voilà ce qu'il faut faire. Ou écoutez, il lui aurait pas dit mon général, écoute Charles, voilà ce qu'il faut faire. Non, ça se passait pas comme ça. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est le sentiment que l'on a. Et je crois que tant qu'on sera pas revenu de tout ça, c'est pas facile quand même. Les Français le sentent. Oui, mais les Français le sentent. Mais les gens, je pense que l'opinion, y compris les auditeurs de Radio Courtoisie, ne se rendent pas compte à quel point, de toute façon, on est baigné dans un univers politiquement correct, on est baigné dans un univers publicitaire, on n'y échappe pas totalement. Alors évidemment, on a peut-être davantage d'anticorps que d'autres, mais malgré tout, on est victime du truc. Alors nous parlions, le temps passe vite, et donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal de la famille et de l'éducation et que je reçois actuellement Jean-Yves Le Gallou pour son livre La désinformation publicitaire. Alors nous parlions tout à l'heure des bobards d'or, que j'aime beaucoup, et alors il y a aussi les bobards publicitaires. Donc... Oui, alors il y en a un qui est très très beau. Il n'y a presque ça que des bobards, mais il y en a un qui est très beau, vous savez. Il y en a des plus ou moins gros. Oui, il y en a des plus ou moins gros. Et donc il y a eu la firme Findus qui avait fait campagne sur le thème « Chez Findus, nous sommes un cheval sur la qualité des produits ». Et chez Findus, dans les lasagnes, donc des pâtes avec de la viande hachée de bœuf, ils étaient vraiment très à cheval puisqu'ils avaient mis du cheval dedans. Voilà. Et donc c'est merveilleux parce que c'est le mensonge absolu, quoi. Donc, le bobard total. Donc vous allez faire une catégorie particulière au prochain... Non, parce que si vous voulez, il faudrait faire aussi les bobards artistiques. Oui. Au départ, les bobards, c'est réservé aux journalistes. Oui, c'est pour la presse. Alors après, faut pas mélanger les serviettes. Après, alors on pourrait faire des bobards politiques, on pourrait faire des bobards artistiques, et Dieu sait s'il y en a. On pourrait faire des bobards publicitaires, mais on est obligé de se limiter. Ou alors il faut faire ça tous les jours. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors je vais peut-être lire quelques messages d'auditeurs. Alors, bravo à Monsieur Le Gallou. Madame Cluzel a fait référence à la cérémonie des Césars qu'elle trouve moins drôle que les bobards d'or à titre, comme exemple de tyrannie médiatique, la couverture répétitive et incessante de cet événement absurde en est une belle démonstration. Alors là, je pense que cet auditeur vous a mal écouté. Pourquoi tant d'indulgence pour les régimes totalitaires et tant de mépris pour les monuments du goulag? Je pense que c'était pas l'objet de votre réflexion. Je souligne la réflexion parce qu'on a toujours l'impression que le totalitarisme, c'est fini, c'est ailleurs. Non, c'est pas vrai, ça existe. On est dans un régime totalitaire, un régime totalitaire qui n'utilise pas la prison, qui utilise la prison mentale. Alors, ça c'est pour le dictionnaire, le mot addiction est anglais, c'est vrai. Il faut utiliser le terme de dépendance ou assuétude. Bon. Sinon, je trouve ce message intéressant parce que il est vrai. Pourquoi attaquez-vous ce que vous appelez la mafia de la grande distribution alors que les consommateurs y trouvent leur compte en matière de prix et que le secteur y emploie des centaines de milliers de gens? Pensez-vous que les Français et les Françaises vont chez Fauchon? Alors ça, c'est un autre sujet, mais il y a. Alors je pense franchement, je pense qu'effectivement. La grande distribution paraît moins chère, qu'elle l'est sans doute pour certains produits si vous faites des achats avisés. Mmh. Voilà. Si vous faites des achats avisés, il y a certains produits qui sont moins chers parce qu'il y a des grandes chaînes. Par contre, c'est fondamentalement une arnaque dans le placement des produits à certains endroits plutôt qu'à d'autres, dans la publicité, dans les promotions, etc. C'est-à-dire que globalement, puis je vais vous dire une chose, entre le plat que vous allez préparer à partir de légumes ou de viande achetés sur un marché et le plat que vous allez acheter tout fait dans une grande surface, c'est le premier plat qui coûtera moins cher. C'est-à-dire le plat avec des produits frais que vous travaillez. Donc je pense qu'il y a assez largement une illusion. C'est le grand argument de la grande distribution. On est moins cher. Ils sont moins chers sur certains prix qui se voient.
Et ça se paye au prix de la mort d'un certain nombre d'agriculteurs, de la mort de producteurs français. C'est-à-dire que peut-être que le consommateur y a un peu gagné, mais combien de producteurs se sont retrouvés au chômage ? Je suis d'accord avec vous, mais le fait est que même les familles, mais c'est un autre sujet, on va pas en débattre aujourd'hui, mais même les familles qui souhaiteraient sortir de la grande distribution, je suis bien conscient de ça, bien sûr. sont un peu obligés d'en rester prisonniers parce que les coûts, il y a des économies d'échelle du fait de des grands volumes, tout simplement. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors vous dites quelque chose aussi de très intéressant parce que je n'y avais jamais réfléchi et c'est complètement vrai. La mondialisation est nécessaire pour plaire au plus grand nombre. C'est vrai que si on veut pas faire pour la publicité, la mondialisation est un bien puisqu'il s'agit de tout harmoniser, ce qui permet d'avoir des produits qui fonctionnent pour tous. Oui. D'ailleurs, si vous voulez, c'est assez amusant. Enfin, je veux dire, le voyage aujourd'hui est en partie tué parce que tous les centres-villes, en tout cas en Europe, c'est pareil. Bien sûr. C'est pareil, c'est les mêmes magasins. Je veux dire, vous défilez au milieu des marques de luxe. Alors bon, vous êtes à Munich, à Madrid, à Paris ou à Londres, c'est pareil. Voilà. Alors c'est vrai aussi en France des petites villes, c'est-à-dire qu'à partir de 30 000 habitants, vous aurez telle enseigne, à partir de 60 000 telle autre, 100 000, et en fait toutes les villes sont uniformisées. Sur la grande distribution, et je crois qu'il y aurait vraiment un vrai sujet, un vrai sujet. C'est aussi particulièrement en France. On a probablement parmi les plus beaux paysages d'Europe, parmi les plus beaux paysages du monde, et on a le plus beau saccage du monde à travers les grandes surfaces commerciales. Bien sûr, mais c'est pire qu'en Allemagne, ça, par exemple. C'est vrai. Alors je ne connais pas la question, mais c'est vrai que ce qui s'est passé aussi, c'est que les centres-villes sont restés relativement préservés, mais on a écarté la population qui va faire ses courses dans les zones industrielles, parce que la voiture. Alors c'est très bien de chasser les voitures, mais il faut, si on veut aller faire ses courses en centre-ville, on ne peut plus, et on se retrouve dans des zones commerciales infâmes, laides, avec toutes ces enseignes uniformisées. C'est un monde de laideur. Mais on peut garer sa voiture. Une partie d'ailleurs des surfaces commerciales construites l'ont été sans permis de construire, donc en totale illégalité. Il y a vraiment un sujet. C'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais oui, il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet, franchement. Qui est connexe. Alors le temps passe et je voudrais laisser la parole à Monsieur Perfumeau. Simplement, on va rester sur une note positive. Est-ce qu'il y a un moyen de s'affranchir de cette tyrannie publicitaire ? Oui, c'est une hygiène personnelle. Voilà, il y a tout un tas de règles qui consistent d'abord à avoir l'esprit critique. Par exemple, le monsieur ou la dame là, qui est dans le supermarché, il essaye de se demander pourquoi tel produit, on l'a mis à telle hauteur et pas à telle hauteur déjà. Donc avoir toujours l'esprit critique. Ouais. Et puis il faut protéger les enfants. Protéger les enfants, en gros, c'est pas les emmener dans les surfaces commerciales et